Voilà, donc ñu ngi lay nuyu donc di la dalal et en tant que sociologue ici on ne tourne pas parce que je sais que vous allez droit au but. D'ailleurs c'est la devise olympique de Marseille et nous espérons que ce soir nous allons gagner mon doigt droit au but. Alors première question, comment se comporte la population sénégalaise sur le plan sociologique? Est-ce que le Sénégal va bien? C'est un peu difficile de parler du Sénégal de façon générale parce que nous avons un ensemble de segments qui ont des conditions différentes et qui vivent la crise de façon différente. Mais disons que de façon générale, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Il y a des questions qui interpellent la société sénégalaise de façon générale, liées à l'éducation, liées à la santé, liées à l'agriculture, liées à la pêche, liées à l'industrie. Donc, un ensemble de questions qui traversent la société sénégalaise et qui attendent des réponses systématiques pouvant permettre finalement au peuple de sortir d'une certaine manière de l'ornière. Mais pour le moment, c'est une situation de crise, c'est une situation de malaise qui s'empare d'une bonne partie de la population sénégalaise qui attend encore les vraies solutions. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui l'État répond aux attentes des Sénégalais? Alors, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, il faut le reconnaître, mais les réformes qui ont été entreprises jusque-là sont loin d'être en mesure de régler les préoccupations des Sénégalais. Alors, si vous prenez aujourd'hui le secteur de l'éducation, par exemple, on se rend compte évidemment qu'il y a un certain nombre de difficultés et l'université a été traversée par de sérieux coups. Si vous prenez le domaine de la santé, on a encore de sérieuses difficultés. L'accès aux soins de santé constitue un sérieux problème pour certaines couches de la population. Si vous prenez le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, ce que l'on peut appeler l'économie rurale, ça continue encore les flux migratoires des campagnes vers les villes et notamment vers les zones côtières, parce que l'économie rurale aujourd'hui est pratiquement à genoux. Si vous prenez le domaine du commerce, le domaine du service des affaires, c'est essentiellement marqué par l'informel, c'est-à-dire une absence totale de traçabilité des flux financiers qui sont mobilisés et donc un manque à gagner excessivement important pour les pouvoirs publics. Bref, disons qu'il y a de sérieux problèmes. L'État, je crois, est en train de mettre en place des réformes, mais ces réformes tardent pour le moment à apporter des réponses systématiques par rapport à ces différentes urgences qui tenaillent la population sénégalaise. Vous venez de faire 6000 km, vous avez quitté le Sénégal pour venir ici invité par les étudiants de Provence pour faire une conférence. Mais j'espère que vous n'êtes pas venu tout simplement pour leur faire état de ce pessimisme. Non, je crois que vous êtes pessimiste là. Non, pas du tout. En fait, il s'agit de faire, je crois, une radioscopie objective de la situation. Parce qu'en réalité, il ne sert à rien de dire que tout marche bien. Parce que si on le dit, on ne règle aucun problème. Je crois que le fait de dire qu'il y a problème, que nous avons la possibilité de circonscrire le problème, nous avons la possibilité de cerner le mode d'expression de ce problème-là, c'est déjà une voie vers la solution. Ce qui est catastrophique, c'est devant un problème, de nier qu'il y a un problème pour une raison ou pour une autre. Alors il y a un problème, nous sommes dans un pays pauvre, très endetté, c'est un PPTE. Nous avons un ensemble de ressources qui existent, mais qui ne sont pas toujours suffisamment exploitées. Nous sommes dans une situation de crise, ça c'est un problème. Maintenant, il s'agit, après avoir dit le problème, de voir quelles sont les ressources, quels sont les leviers sur lesquels nous devons actionner pour sortir de cette situation. C'est possible. Le Sénégal est un pays qui a beaucoup de ressources du sol et du sous-sol, qui a des ressources humaines bien formées. Il s'agit peut-être de mettre en place un dispositif organisationnel efficace, de mobiliser tout le monde autour des objectifs de développement, même si nous pouvons être différents par ailleurs sur tel ou tel autre aspect, et de se dire que c'est possible. À mon avis, c'est possible, mais ce n'est possible que si on accepte qu'il y a des problèmes, qu'on essaie de définir les problèmes, de connaître le mode d'expression de ces problèmes et de leur apporter les remèdes les plus appropriés. Est-ce qu'aujourd'hui les hommes politiques sont la solution? Tout le monde doit être solution. Alors, un des problèmes que nous avons au Sénégal, c'est un problème de citoyenneté. C'est-à-dire qu'en fait, il faut... Mais avec l'avènement du président, il y a le NTS. Oui, mais bon, le nouveau type de Sénégal. Il faut le construire, il faut continuer à le construire. Vous marchez dans les rues de Dakar, vous verrez qu'il y a des couvercles, des égouts qui ont été enlevés et vendus. Vous verrez qu'il y a des poteaux, des lampes qui ont été volées. Mais de bourre. Oui, mais justement, ça veut dire qu'il faut construire la citoyenneté. Est-ce qu'aujourd'hui, l'homo sénégalensis lambda est prêt à dire que je suis un actionnaire de l'État? Un actionnaire. L'État est une société, c'est une entreprise. Et chacun de nous est actionnaire. Mais en tant qu'actionnaire, j'ai ma part, j'ai mes bénéfices que je dois préserver.
Alors de ce point de vue-là, il y a un type d'attitude que je dois avoir. Je ne dois pas me comporter n'importe comment parce que je suis un actionnaire de la République. Voilà pourquoi un des chantiers qui me semble important que l'on doit développer, c'est le chantier de la citoyenneté. Ça passe par l'information, ça passe par la formation, ça passe par l'éducation de masse. Il ne sert à rien de faire des routes, de faire des monuments, de faire des infrastructures si la citoyenneté n'est pas bien assise. Parce qu'en réalité, c'est le point de départ. Il faut qu'on sache qu'on a une république, c'est-à-dire une chose que nous partageons tous, et qu'à partir de ce moment-là, chacun de nous a le devoir de participer à cette construction-là et ne doit pas, de toute façon, utiliser son industrie, utiliser son énergie, utiliser ses compétences pour détruire ce qui nous appartient à nous tous. La citoyenneté doit être construite et ce n'est pas la chasse gardée des seuls politiques. Si vous permettez, Richard, je pense que nous allons directement partir à l'antenne parce que nous avons le président des étudiants de Provence, donc qui nous écoute, Magaye Sall, et qui aimerait intervenir. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, bonjour, monsieur Magaye Sall, c'est vous qui êtes le président donc, des étudiants de Provence. Et justement, c'est grâce à vous, aujourd'hui, avec votre association, que nous avons le sociologue Djibi Diakhaté sur le plateau. Donc, première question, pourquoi avez-vous pensé déjà à faire venir un sociologue? Merci, M. Diakhaté. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier et vous saluer et tous vos collègues à l'antenne. Surtout aussi souhaiter la bienvenue à Céline Mamon de sa présence sur notre chère ville de Marseille. Vous avez raison, on a venir, pas fait venir, mais en fait, dans les séances de rencontre, on a pu rencontrer M. Diakhaté et ses collègues pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Parce que moi, je me dis qu'en tant qu'étudiant, association des étudiants, l'occasion ne pouvait être mieux rêver d'avoir la présence d'éminents professeurs qui, de par leur vécu, de par leur expérience et surtout de leur reconnaissance au plan national et international. Donc, on avait besoin de ces personnes pour pouvoir organiser une conférence dans le cadre ou pouvoir même le thème de la conférence porter sur la formation académique et l'insertion professionnelle. Tout à l'heure, je l'ai bien écouté en parlant de la construction d'un citoyen modèle. Moi, je me suis dit que pour construire ce citoyen modèle, on a besoin d'un travail en amont. Ce travail, c'est quoi? C'est d'avoir l'information, la formation, comme il l'a bien expliqué, une éducation de base. Et ici, en tant qu'une association regroupant des étudiants sénégalais, vous savez que l'étudiant qui vient d'arriver sur Marseille, il a besoin d'information. Cet étudiant, il a besoin d'être orienté. Il a aussi besoin d'être accompagné. Et comment? C'est dans ce cadre que l'association dont j'ai l'honneur de piloter depuis le 31 mai passé, on ne cesse de travailler dans ce contexte. Parce que l'étudiant qui vient d'arriver, il a besoin de trouver la stabilité. C'est quoi un logement? Il a besoin d'être orienté, c'est-à-dire de s'inscrire, ensuite faire ses démarches administratives. Tout ça, sans cette association, il aura du mal à l'accomplir. Et une fois que l'étudiant est stable avec ces deux points, maintenant il a besoin d'avoir des canaux pour trouver comment se nourrir. C'est-à-dire, s'il n'a pas la chance d'avoir une bouche, peut-être on peut lui dire qu'en faisant ceci ou cela, tu peux vraiment bénéficier de l'argent à côté pour pouvoir faire tes études. Merci. Merci beaucoup Magaye donc, pour ces quelques mots. Je vous juste lance un appel. Donc on essaiera de voir ensemble, de vous inviter sur le plateau pour que vous nous parlez de vos projets, de vos missions et de ce pourquoi vous avez mis cette association sur place. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Et j'aimerais, si vous me le permettez, avant de finir, oui, lancer un petit appel et surtout remercier le professeur sociologue M. Djibi Diakhaté, son collègue M. Youssef Gueye et M. Babacar Diouf, parce que c'est eux qui animaient cette conférence. En tant que le président de cette association, nous avons un travail en fait avec un groupe qui a des idées vraiment belles. Et là, on est prêt à accompagner toutes les associations qui sont sur Marseille et qui œuvrent pour le bon, en fait, qui œuvrent pour la bonne vécu de nos chers compatriotes.
Moi, je dis que l'ACEP a pour défi de penser l'avenir et de notre cher continent africain d'abord et de notre cher pays aussi, le Sénégal en particulier. En revanche, j'invite tout le monde, je tends la main à toute la communauté étudiantine de Marseille, nos autorités administratives, nos chers parents et toutes les personnes de bonne volonté dans une obéissance politique pour religieuse à s'investir dans l'amélioration des conditions d'études et de vie de nos chers compatriotes. Merci beaucoup en tout cas, Magaï. Je remercie. Je suis obligé de vous couper très vite. Hein? Voilà, d'accord, je vais terminer donc avec ces mots. Sans vous remercier à vous, M. Diakhaté, de nous donner cette opportunité sous l'antenne. Et je vais terminer en disant vive les Africains, vive les Sénégalais. Merci. Merci beaucoup en tout cas et bon après-midi. Voilà, donc je rappelle à nos auditeurs que nous sommes ici en présence du professeur donc, de sociologie, M. Djibi Diakhaté, qui est donc qui est un docteur, d'ailleurs je devrais aussi dire docteur. Voilà, et docteur justement, dans la presse, quand on ouvre les différents journaux, qu'est-ce qu'on voit? On parle de viol, on parle de violence, on parle d'homosexualité. On a vu ce qui s'est passé à l'Université de Dakar avec le décès de Bassirou Faye. Là, vous nous avez parlé de problème de citoyenneté. Mais est-ce que la société sénégalaise n'est pas malade? Il y a un phénomène d'éloignement qui est en train de prendre forme au niveau de la société sénégalaise. Un phénomène d'éloignement. D'abord, l'éloignement de l'acteur par rapport à la cellule familiale. La cellule familiale a été le cadre à l'intérieur duquel on inculque à l'individu des valeurs qui par la suite impriment une orientation à sa conduite. Aujourd'hui, de plus en plus, la famille se vide de sa substance originelle. C'est pourquoi Serigne Moussa Ka déclare dans Kharnoubi que nos familles maintenant sont vides. Elles sont vides parce que précisément, le papa, la maman, le grand-papa, la grand-maman qui devaient être là et qui s'occupaient de l'éducation de l'enfant, ces personnes-là ont tendance à démissionner. Éloignement par rapport à la famille. Deuxième éloignement, c'est éloignement par rapport aux modèles. Quels sont les modèles aujourd'hui que nous offrons aux jeunes Sénégalais? Est-ce que c'est le modèle de la personne qui a connu une certaine réussite fondée sur la probité, sur l'honnêteté, sur le travail, sur le courage, sur le respect d'un certain nombre de valeurs? Aujourd'hui, on se rend compte que certains contre-modèles sont en train d'être érigés en modèles et c'est dommageable pour la formation de nos jeunes. Donc, on s'éloigne de plus en plus de bons modèles. Or, le repère, c'est-à-dire le bon modèle, constitue, si vous voulez, un élément qui permet à la jeunesse de bien se constituer. Seydi Hadji Malick Sy l'affirme de façon très claire. Une des façons d'éduquer une population, c'est de lui offrir de bons modèles. Donc, nous sommes en train de nous éloigner de ces bons modèles. Troisième éloignement, il me semble que c'est l'éloignement par rapport aux ressources. Parce qu'en réalité, la pauvreté aussi constitue un problème. Il se trouve que dans la société sénégalaise, la pauvreté a tendance à gagner du terrain, notamment au niveau de certains espaces ruraux et au niveau de certains espaces périurbains. À partir de ce moment-là, les gens ont tendance à bricoler des solutions de survie. Vous vous rendez compte, dans une société où vous avez des modèles qui s'effritent, vous avez la pauvreté qui gagne du terrain, alors vous avez tous les ingrédients qui sont réunis pour des actions de déviance qui atteignent des amplitudes de plus en plus inquiétantes. Quatrième éloignement, c'est l'éloignement par rapport aux valeurs. Quelles sont les valeurs qui régentaient la société sénégalaise naguère et qui ont tendance aujourd'hui à disparaître pour céder la place aujourd'hui à de nouvelles valeurs? La nouvelle valeur qui est en train de se cristalliser, de se sédimenter et de structurer le fonctionnement de la société sénégalaise, il me semble que c'est l'argent et l'argent seulement. Voilà pourquoi je dis que dans la société sénégalaise actuelle, ceux qui en sont, ceux qui n'ont pas ne sont pas, ceux qui donnent ordonnent, et ceux à qui on donne se subordonnent. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'avoir est en train de l'emporter sur l'être. Le plus important, c'est simplement l'accès à l'avoir. Et alors, si on le dit, ça signifie que tous les moyens sont bons, pourvu qu'ils nous permettent de réaliser nos objectifs. C'est la porte ouverte à toutes les formes de violence, à toutes les formes de dérive, et des fois à toutes les formes de pratiques corruptives. À toutes les formes de pratiques corruptives. Dernier type d'éloignement, il me semble que c'est l'éloignement par rapport au principe de la bonne gouvernance. Alors attention, quand on parle de la bonne gouvernance, le plus souvent, les gens pensent à la bonne gouvernance au plan politique. C'est une réalité. Mais à côté de cette bonne gouvernance au plan politique, nous avons la gouvernance de nos micro-organisations. Parce qu'en réalité, on ne se pose pas souvent des questions sur la gouvernance de nos partis politiques d'opposition. Parce que si un parti politique au niveau de l'opposition déjà fonctionne sur la base de la pensée unique,
d'un individu qui fait et qui défait, qui est au centre de tout, qui constitue la constante et qui ravale tous les autres à l'échelle de variables. Lorsque ce parti arrive au pouvoir, il est clair que ces mêmes pratiques ont tendance à être reproduites une fois qu'on est au pouvoir. Donc, vous avez des pratiques de gouvernance opaque au niveau des partis politiques, enfin pas de tous peut-être, au niveau de certains partis politiques, au niveau de certaines structures de la société civile, qui parlent d'alternance alors que c'est absolument difficile dans certaines structures de la société civile sénégalaise de voir l'alternance se réaliser. C'est les mêmes personnes qui continuent toujours à être à la tête de ces sociétés civiles-là. Vous avez nos entreprises, vous avez nos petites familles, etc. Alors je crois que fondamentalement, la bonne gouvernance constitue aujourd'hui un problème au niveau de la société sénégalaise, parce qu'une fois qu'on accède à des instances de commande, on a tendance à s'accaparer de tout. C'est pour cette raison que l'Almami Souleymane Baal, déjà en 1776 au Fouta, l'Almami Souleymane Baal disait que le fait de diriger constitue en soi une part. Il dit que quand on me donne la possibilité de diriger, au moment de distribuer, moi je ne dois pas réclamer de part, parce que la part qui me revient, c'est celle que j'ai déjà prise, qui consiste à diriger. Donc je dois répartir le reste aux autres, et moi je ne perds pas, parce qu'au fond, on m'a donné la part la plus importante, c'est celle de diriger. Alors l'Almami Souleymane Baal disait ça en 1776. C'est pourquoi je considère que des fois, lorsque nous faisons référence à Rousseau, pour parler de démocratie, lorsque nous faisons référence à Montesquieu, pour parler de démocratie, lorsque nous faisons référence à Baruch Spinoza, pour parler de démocratie, lorsque nous faisons référence à John Locke, pour parler de démocratie, et en oubliant la charte de Kourouga-Fougan, qui a été signée depuis 1235, entre des structures qui existaient au niveau de l'Afrique de l'Ouest et qui mettaient en place les principes forts de la démocratie, qu'on oublie ces références-là, qu'on oublie Almami Souleymane Baal, qu'on oublie Cheikh Ahmadou Bamba, qu'on oublie Seydi Hadji Malick Sy. Je crois qu'à partir de ce moment-là, nous sommes en train de vouloir nous installer sur ce que Joseph Kizerbo appelle la natte des autres. La natte de l'autre n'est pas une vraie natte. Mais vous en faites partie, parce que vous-même, je vous ai entendu dire que Platon disait les intellectuels et les honnêtes gens ont le devoir de faire de la politique. C'est vous qui le citez. Oui. Et pourquoi toujours aussi vous ne faites pas référence par rapport à vos élèves, enfin à vos étudiants, donc sur ces gens-là, comme Souleymane Baal, donc qui ont fait des choses pour ce peuple-là? Alors, il faut peut-être voir les quelques travaux que j'ai eu à faire. D'abord, j'ai fait une thèse sur les sociétés sérères et sur le mouridisme. Donc, comment les sociétés sérères intègrent le mouridisme au niveau de la région de Thiès, parce que pour l'essentiel, c'est des sérères qui s'étaient plutôt repliés sur eux-mêmes. C'est pourquoi les Wolofs les appellent les nonnes, c'est-à-dire les ennemis, parce qu'ils ne voulaient pas entrer en contact avec les Wolofs. Alors, comment ces gens-là, progressivement, ont intégré la confrérie mouride? Ce phénomène-là, je l'ai étudié dans ma thèse. J'ai fait beaucoup de travaux. J'ai fait dernièrement un papier sur ce que j'appelle le management spirituel mouride. Vous voyez ce qui se passe. On dit, pour manager une organisation, il faut pousser les gens à être motivés. Et la motivation, ce n'est pas forcément l'argent, c'est une motivation articulée autour d'un certain nombre de valeurs. Lorsque l'individu intègre un certain nombre de valeurs qui l'orientent vers le travail, même si on ne lui donne pas un bon salaire, il va travailler convenablement. Alors, et pour ce faire, nous faisons référence à des penseurs du management, comme Elton Mayo, comme Douglas MacGregor, comme Henri Fayol, etc. Mais moi, je dis que nous avons au Sénégal, et j'ai fait un texte là-dessus, c'est intitulé « Sens du management spirituel dans le mouridisme ». C'est pour montrer en fait que lorsqu'on se réfère à Cheikh Ahmadou Bamba, et qui a écrit bien avant Elton Mayo, bien avant les Michel Crozier et autres, et qui a montré que lorsque l'individu travaille, il doit considérer son travail comme quelque chose de sacré. Philippe Kouti, qui est un commentateur de Cheikh Ahmadou Bamba, considère que pour Cheikh Ahmadou Bamba, il y a 4 catégories de personnes. Ceux qui travaillent, ceux qui étudient, ceux qui font les deux, ceux qui ne font ni l'un ni l'autre et qui ne comptent pas. Donc ça veut dire que le travail et la recherche du savoir constituent des éléments clés dans le mouridisme et dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. De ce point de vue-là, je crois qu'en fait, il y a un travail que nous sommes en train de faire. Maintenant, l'autre problème, c'est les curricula, c'est-à-dire le contenu de nos programmes d'enseignement. Alors ça, je crois qu'il appartient à l'État d'apporter les modifications qu'il faut pour faire en sorte que nous formions à partir de nous-mêmes. L'idée n'est pas de nous enfermer sur nous, mais l'idée est de partir de nous, c'est-à-dire de Soukaina, avant de s'ouvrir vers Isabelle, comme le dit Senghor.
Justement, je rappelle à nos auditeurs, parce que je sens que le standard donc, est en train d'exploser. Je suis désolé, sinon je sais qu'on ne discutera pas. Mais Richard, tu peux ouvrir les lignes et je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas dépasser les 30 secondes. Posez votre question, parce que sinon ce sera ingérable. Il nous reste 5 minutes. Voilà, donc juste une question avant de leur donner la parole. Je vous ai lu quelque part, vous avez dit, nous devons développer des anticorps pour faire face à ce qui se passe ailleurs. Mais n'est-ce pas un combat perdu d'avance face à cette mondialisation? Parce que nous sommes des mondialisés. La mondialisation, elle est agressive. Ah. Il y a des parties positives dans la mondialisation, mais il y a des aspects négatifs. Et je crois que de ce point de vue-là, nous avons un certain nombre de valeurs à faire prévaloir. Il ne faut pas tout perdre. Il faut s'ouvrir. On ne peut pas s'enfermer aujourd'hui. Ce n'est pas une demande. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Ce n'est pas une demande. On est obligé d'être ouvert. Mais tout en étant ouvert, il s'agit quand même de défendre un certain nombre de principes fondamentaux qui structurent nos identités. Dès que nous les perdons, nous cessons d'être ce que nous sommes. Voilà, donc merci Mata. Donc je pense que Richard, on a un auditeur en ligne. Allez. Allô? Oui, bonjour Lamine, Babacar. Oui, bonjour Babacar. Bonjour à toute l'équipe de Radio Galère. Je sais que le temps n'est pas nombreux, ce qui est imparti. Je voudrais très sincèrement saluer et remercier et féliciter mon grand frère, le professeur Divi Diakhaté, qui nous a fait l'honneur hier de nous entretenir en tout cas d'une très belle conférence. Je salue au passage et remercie l'association des étudiants. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu et redire toute ma fierté au professeur et l'ensemble de ses collègues, le professeur Youssoufa Gueye et le professeur Babacar Faye, pour cette belle conférence d'hier et pour m'avoir fait l'honneur aussi de venir dîner au restaurant Teranga. Et je convoite de Dieu vraiment qu'il les garde, puisque je pense que j'ai été extrêmement séduit par la vivacité intellectuelle du professeur Dibi Diakhaté. Donc, et je pense vraiment que l'Afrique a besoin de gens comme lui. Et nous comptons sur son engagement sans faille, indéfectible, pour pousser de l'avant en tout cas nos sociétés. Et c'est tout le mot que je voulais lui dire aujourd'hui. Et le remercier encore du fond du cœur. Merci beaucoup Babacar, c'est très gentil, merci. Voilà, je pense qu'on a un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Lamine, man la encore Aladji Boumbay. El Hadj ñu ngi lay déglu waaw. Vraiment li Babacar Ba wax mënuma ci teg leneen alors mais vraiment émission bi ñaari chose la rek moom laa ci regretté. mooy temps bi guddul ba nga xam ni waa ji mën na waxtaan ak sunu mbokku. J'espère que dina dellu si waat beneen yoon. voilà j'espère parce que mën a waxtaan ak sunu yaay yi ak sunu tante yi nekk ak sunu sœurs yi nekk fii. si quartier bi encore tamit mën a dégg loolu yëpp ñuy wax. mais nag li ñuy wax rek na leen bàyyi sa réewu tànk quoi kër nit ki bu bëggee réew mu baax da ngay njëkk a commencé si biir kër dem si mbedd mi. dem si biir dëkk bi dem si àddina bi yëpp tamit quoi parce que Sénégal tamit looloo fa amoon mag ñi dañ daan xëy suba teel ku ci nekk boo xëyee suba teel yaa ngi bale si diggu kër boo xëyee nga bale dañuy bale ba bale mbedd mi kooku mën daan naa ko gis ndax kon nag loolu set la ak defar ak bu mbaax encore tamit waa ji ñu ngi koy remercier bu baax di ko solliciter encore une autre fois mu ñëw vraiment mënuma yàgg si antenne bi mais kontaan nañ trop si émission bi daal loolu daal la mën a wax. En tout cas, merci El Hadj, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ben, effectivement, il y en a qui m'appellent sur le portable, il y en a, voilà, donc je sais que c'est très court, mais je pense qu'il le sait, il viendra la prochaine fois qu'il est dans le secteur, au moins on aura 2 heures d'émission pour parler de la sociologie, donc sur le Sénégal. Oui, donc professeur, toujours, parce que quand même j'essaie de faire des recherches sur vous quand même, hein, quand je les invitais, voilà, et vous avez dit que le métissage peut être un handicap, alors que nous, pour la plupart, nous vivons ici, voilà, on a des mariés avec des gens donc culturellement avec personnes donc qui ont une culture différente de nous. Léopold Sédar Senghor qui disait que l'avenir est dans le métissage, et vous dites que non, attention, ça peut être un handicap. Qu'en est-il exactement? Oui, si dans le métissage on nous interdit d'exprimer notre identité, il y a un problème. Je veux dire qu'on nous dit, venez, il faut que l'on aille vers le métissage, mais nous allons parler notre langue. En ce moment-là, nous sommes en train de remettre en cause une partie importante de notre identité. La langue, elle est un élément fondamental dans la structuration de l'identité de l'individu. Or, dans ce que nous appelons métissage, nous nous rendons compte au fond que c'est une négation de nous. C'est une sorte de mimétisme. Pourquoi il faut faire attention? Oui, métissage, ouverture, oui, rencontre, oui. Mais il faut construire ce que Senghor appelait la civilisation de l'universel, qui repose sur le principe du rendez-vous, du donner et du recevoir. Mais ce que nous appelons aujourd'hui métissage, ce n'est pas un rendez-vous du donner et du recevoir, c'est un rendez-vous du recevoir. C'est-à-dire que nous nous contentons de recevoir toutes les influences qui nous viennent de l'extérieur et nous avons tendance de plus en plus
à perdre notre véritable âme, à perdre notre véritable être. De ce point de vue-là, c'est un faux métissage. Et je suis désolé de le dire, dans tous les pays africains, dans tous les États africains, langue officielle correspond avec la langue de l'ancien colonisateur. Ça, c'est un problème. Et je crois qu'il y a un travail à faire. Et même dans nos sociétés, l'un des problèmes de la démocratie, c'est la langue officielle que nous parlons. Vous avez une majorité de la population qui ne parle pas cette langue. Et donc, qui ne comprend pas un certain nombre de choses et qui donc est exclue. Et au même instant, vous parlez d'égalité, vous parlez de démocratie, il y a un problème. Je crois qu'il faut reconstruire les choses. Il faut aller vers des métissages forts, mais métissage ne signifie pas, à mon avis, négation de soi-même. Mais quel est le rôle du sociologue dans un développement économique d'un pays? C'est un provocateur. Je dis, c'est quelqu'un qui pose des questions. C'est surtout dans nos sociétés qui sont plus ou moins complexes, où les mutations se font et ne sont pas toujours maîtrisées. Je crois qu'on a besoin de tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Je vous donne simplement un exemple. À un certain moment, on a voulu développer la riziculture en Casamance. C'était sous Senghor. Et on avait créé une structure qui s'appelait la SOMIVAC. La SOMIVAC avait dit la meilleure façon de fouetter le développement de la riziculture en Casamance, c'est de mécaniser la production. Il faut apporter des tracteurs, des moissonneuses, des batteuses. Bon, on a acheté des tracteurs, des moissonneuses et des batteuses, et la même année, la production de riz a baissé. C'était incompréhensible. Mais pourquoi? Parce qu'on n'avait pas tenu compte de la dimension sociologique. Le producteur Diola est quelqu'un qui est attaché de façon atavique à son kadiando. À partir du moment où on l'éloigne de son kadiando et qu'on lui apporte un nouvel outil, il avait besoin de s'acclimater à cet outil-là. Donc il y avait des dimensions culturelles, sociologiques qui n'avaient été pas prises en charge et qui ont retardé un projet de développement qui était implanté au niveau de la zone sud. Oui, professeur, nous allons partir à l'antenne, prendre peut-être la dernière auditrice. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour Djedja. Ça va, Ça va, tranquille, nous les déglo et il y a le professeur qui t'écoute. Ce que le professeur vient de dire à propos de la langue française. Mais moi, je pense que chez nous, en Afrique, et en général, et au Sénégal en particulier, notre problème, ce n'est pas la langue française. Le problème, c'est que nous, on a combien de langues nationales au Sénégal? 6 ou 7. Est-ce que tout le monde ne parle pas on ne parle pas la même langue nationale au Sénégal? Et si on prenait le Wolof, il y a aussi 20% ou 30% de la population qui ne parlerait pas Wolof. Donc le problème, ce n'est pas un problème de langue, c'est un problème de mentalité. Le problème de mentalité, c'est que au Sénégal, en tout cas, en Afrique en général, donc le moi-je, chacun dit je, moi, qui domine et qui pose un problème de développement et d'entente pour qu'on puisse se développer. Ça, c'est un frein, moi, je pense. Merci Djedja. Professeur, nous allons partir encore à l'antenne. Allô? Oui, allô, bonjour, Lamine. Oui, bonjour. Kokal, Oui, bonjour. Oui, c'est Momad. Oui, Momad, comment va? Ben, ça va. Ça va, j'espère que tu vas être très court. Le professeur t'écoute. Oui, non, mais je vais être très court. Non, mais c'est surtout pour le remercier encore hier pour la pertinence de l'exposé. Ça nous a permis d'avoir plus d'éléments sur cette question-là. Je pense que le thème qui a été abordé hier, tous les étudiants qui étaient là, je pense, ont eu aujourd'hui, avec un peu de recul, ils ont peut-être mieux compris ce thème-là. Et puis aujourd'hui, je sais que ce dont il parle, toutes les questions qu'il aborde peuvent faire l'objet d'un débat, et un très long débat. Donc je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'était pour le remercier et surtout pour lui dire encore une fois toutes mes félicitations, parce que je l'ai dit hier, je le suis souvent à la télé, l'éducation ne s'arrête pas à l'université, c'est aussi à travers les médias. Et je pense que des gens comme lui peuvent beaucoup apporter pour le Sénégal. Encore faut-il que le Sénégal sache les utiliser. Voilà. Donc ce que je voulais dire, et puis je le souhaite un bon retour au Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, Momad. Voilà donc, professeur, surtout par rapport à la question des Djedja. Oui, je crois que la question porte en elle-même sa réponse. Notre compatriote dit la chose suivante. Au Sénégal, il y a une multitude de langues. Donc, on ne peut pas utiliser une seule de ces langues nationales au détriment des autres. Il faut alors utiliser une langue étrangère qui serait à équidistance de toutes les autres. Et en même temps, notre compatriote dit, le problème du Sénégal, c'est un problème de mentalité. Parce que chacun dit « je », on ne dit jamais « nous ». Il y a la réponse à sa question. C'est-à-dire que les différentes langues qui existent, chaque langue dit « je ». Il faut accepter qu'une langue qui est peut-être la plus parlée
soit adopté par tout le monde et à partir de ce moment-là, nous dirons nous. Je dis donc que la réponse est dans sa question elle-même. Le problème de mentalité se situe à ce niveau-là, de dire qu'aucune langue ne va être devant moi. Donc on est dans la logique du jeu. Donc il faut rompre cette logique du jeu et accepter la logique du nous. Alors je dis que il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour codifier les langues, mais c'est encore beaucoup plus important au niveau de la quête de la connaissance et de la quête de la science. Je crois que toutes les recherches ont montré que la meilleure façon d'aller vite dans l'assimilation de la connaissance, c'est d'utiliser sa langue maternelle. Lorsque nous utilisons la langue de l'autre, oui, nous pouvons accéder à la connaissance, mais nous mettons beaucoup de temps. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a un enjeu important à codifier nos langues, à faire en sorte que ces langues soient ensemencées de considérations scientifiques, qu'elles soient ouvertes au monde, à la science et à la technologie, et qu'elles soient des langues porteuses de développement, c'est possible. Eh bien, merci. De toute façon, voilà, je vois que Elsa est un peu en retard. Ben, on va en profiter. Hein? Donc, Richard, on prend notre auditeur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, une auditrice. Bonjour, Amine. Bonjour, professeur. Bonjour. Je vais faire une toute petite intervention parce que j'ai pris l'émission là en cours. Bon, je vous écoute assez souvent, mais bon, j'arrive pas toujours à vous avoir. Vous vous appelez comment? Fatou Toumbounou. Fatou, enchanté. Voilà, de même, je trouve le professeur, voilà, ce qu'il dit est très, très, très intéressant. J'essaierai de réécouter l'émission en podcast, voilà, quand j'en aurai le temps. Mais en tout cas, voilà, il nous faut beaucoup plus de personnes comme ce monsieur-là, parce qu'ils font avancer les choses et ils font comprendre les choses. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, ben, merci. Voilà, je peux faire une petite dédicace? Allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai fait une dédicace à tous les souniquiers de Marseille et à ma copine Aïda Bad. Eh bien, ça va. En tout cas, merci beaucoup et puis bon après-midi. Voilà, donc, professeur, maintenant pour revenir donc, sur le Sénégal. On avait vu le Yono côté du président à son arrivée. On voit aujourd'hui le plan Sénégal émergent. Comment voyez-vous ça, toujours sur le plan sociologique? Est-ce que ça peut impulser quand même quelque chose avec les Sénégalais? D'autant plus, comme je dis, malheureusement, je le crie toujours, je l'écris, je le dis, aujourd'hui au Sénégal, on a aussi la promotion des médiocres et des nullards. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on a toujours ce problème. Vous avez raison de le dire comme ça. Vous avez absolument raison de le dire comme ça. Un des problèmes que nous avons avec nos plans, c'est qu'ils ne sont pas des plans endogènes. Ce qui fait l'endogénéité d'un plan, ce n'est pas seulement le fait qu'il soit construit par des penseurs, des bureaucrates, des experts, mais c'est le fait que ce plan fasse l'objet d'une bonne appropriation par les populations à la base. Je crois que ça, c'est important. On ne peut pas faire un plan pour le développement de l'agriculture au Kayor, au Bundu, au Guidimaha, si on ne tient pas compte des réalités de la localité vécues par les acteurs eux-mêmes. Je crois que de ce point de vue-là, le meilleur plan serait un plan participatif et ascendant, et non pas un plan descendant. C'est un plan qui suppose la participation de tout le monde. Aujourd'hui, si vous interrogez le Sénégalais lambda sur les tenants et les aboutissants du programme Sénégal émergent, il aura des difficultés à en parler. Dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une difficulté. Le travail consiste à faire en sorte que les plans que nous établissons tiennent compte des réalités locales et partent des populations elles-mêmes. Sinon, on risque de croire que les populations ne sont porteuses d'aucune expertise, elles ne sont porteuses d'aucun savoir, ni d'aucun savoir-faire, et qu'on décide à leur place. Si on fait cela, on tord le cou à la démocratie, mais on tord le cou aussi à l'efficacité dans la production. S'il faut accélérer la cadence, à un certain moment, on l'a utilisé comme expression phare au Sénégal, si on veut accélérer la cadence, il ne faut pas accélérer les gens, il faut faire en sorte que les gens marchent au rythme qui permette aux choses de se réaliser dans les bonnes conditions. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut que les plans soient participatifs, il faut qu'ils soient descendants. Il faut aussi qu'il y ait de la continuité dans les plans. On ne peut pas, à l'arrivée de chaque régime, dire que pour ce plan-là, c'est terminé, c'est un autre plan qui prend le relais. Je crois qu'il faut qu'il y ait une certaine continuité. Et pour que cette continuité existe, il faut faire de l'évaluation. Évaluer ce qui a été mis en œuvre jusque-là, voir où se situent les forces et les faiblesses, faire de la capitalisation, se fonder sur les forces et essayer d'aller de l'avant toujours. Mais un des problèmes que nous avons aussi dans nos pays, ce n'est pas seulement le Sénégal, un des problèmes que nous avons, c'est qu'à chaque fois qu'un régime arrive, on considère que c'est fini pour le passé et qu'il faut tout reprendre. Amadou Hampâté-Bâ a attiré notre attention sur le fait que le passé, si on ne s'appuie pas sur lui en termes de leçons, en termes d'expérience, on risque d'avoir un avenir
compromis dès le départ. Mais aujourd'hui, on parle au Sénégal de transhumance, de détournement de deniers publics. Est-ce que le problème du Sénégal, ce n'est pas les hommes politiques? Un des problèmes du Sénégal, c'est l'élite. L'élite politique, bien sûr, l'élite intellectuelle, l'élite religieuse. Un des problèmes du Sénégal, c'est l'élite. Alors, l'élite politique, en ce sens que dans certains cas, c'est plutôt des combines et des combinaisons qui sont faites pour accéder au pouvoir. La seule chose qui est importante, c'est accéder au pouvoir parce qu'on considère que le pouvoir est l'espace de contrôle des ressources. Une fois que vous êtes au pouvoir, vous vous départissez totalement de la pauvreté et vous faites en sorte que aussi les membres de votre famille, votre parentèle, s'enrichissent de la façon la plus rapide qui soit. Le pouvoir, disons, la politique est conçue pour certains comme un raccourci qui nous permet d'accéder à des espaces de pouvoir et donc de contrôler des ressources. L'élite intellectuelle, est-ce qu'elle joue véritablement son rôle d'alerte, de veille? Parce qu'en fait, les intellectuels ont aussi ce devoir d'alerter. Lorsque ça ne va pas, de tirer sur la sonnette d'alarme, d'alerter et de remettre les choses à l'endroit. Mais des fois, en fait, on voit certains intellectuels qui établissent des combines avec les politiques. En ce moment-là, un sérieux problème se pose. L'élite religieuse, malheureusement, je parlais tout à l'heure de crise des valeurs, je parlais de crise des modèles. Je crois qu'à ce niveau-là, l'élite religieuse devait avoir un rôle important à jouer, mais certains ne s'acquittent pas convenablement de leurs tâches et à ce niveau-là, effectivement, il y a effectivement des difficultés qui se posent. Ben, en tout cas, professeur, merci beaucoup. Il y a Elsa qui vient donc de franchir le studio avec son parfum, comme d'habitude, qui embaume tout le studio. Donc, c'est toujours la tristesse de vous quitter, les auditeurs, mais c'est aussi un plaisir parce que le parfum, comme d'habitude, embaume le studio à partir donc de 15h. Donc, professeur, juste en 2 mots, le dernier mot. Oui, mais je vous remercie encore une fois et je vous encourage pour le travail important que vous êtes en train de faire. Je voudrais, au nom de mes collègues, le professeur Babacar Diouf et le professeur Youssouf Gueye, dire merci à l'association des étudiants sénégalais ressortissants, des étudiants sénégalais qui sont à Marseille. Je voudrais aussi dire un grand merci à M. Babacar Ba. Je crois lui avoir dit qu'il est en train de faire ce que nous tous nous devions faire en lieu et place de lui. Et il est en train de le faire seul. Les jeunes l'ont reconnu. Je voudrais aussi encourager profondément une dame sénégalaise qui s'appelle Diatou. Je ne connais pas le patronyme de Diatou. Très engagée. Et je crois que oui, c'est déjà une excellente chose, une excellente dynamique qui est en train de se développer au niveau de Marseille. Seulement, il faut faire en sorte que le pays profite de tout ça. Sinon, ce serait une perte énorme. Merci, professeur.